Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série sur l'histoire de la monnaie. Aujourd'hui, on s'attaque à un moment absolument crucial, un véritable tournant. On va voir comment la monnaie d'argent de Rome n'a pas seulement servi à financer ses guerres, mais a littéralement forgé un empire sur les cendres d'une république. Alors voilà, on arrive au deuxième volet de notre trilogie romaine. On est en train de basculer d'un monde à l'autre. On quitte l'âge du bronze, celui du métal qu'on devait peser, lourd, peu pratique, pour plonger tête la première dans l'âge de l'argent, celui de la monnaie qu'on compte. C'est un changement radical qui a servi de carburant à l'expansion impériale et qui a métamorphosé une simple cité-État en une superpuissance méditerranéenne. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La thèse centrale, elle est simple, mais elle est redoutablement efficace. La guerre a créé l'argent, et l'argent, à son tour, a créé l'empire. On va décortiquer ensemble cette incroyable chaîne de cause à effet, en partant du problème initial, la guerre, jusqu'à sa conséquence finale et inévitable, l'empire. Pour bien comprendre tout ça, on va suivre un plan en 5 étapes. On va commencer par le catalyseur, la crise qui a tout déclenché. Ensuite, on verra l'innovation qui en a découlé, puis le mécanisme économique qu'elle a mis en place, et enfin les conséquences politiques absolument énormes qui ont tout changé. Allez, on commence. Pour saisir l'ampleur de la révolution qui s'annonce, il faut d'abord se représenter le monde d'avant. Un monde dont les fondations vont être littéralement pulvérisées par la crise des guerres puniques. C'est vraiment là que notre histoire commence. Alors, imaginez la Rome d'avant l'argent, une république de paysans soldats. L'économie, ce n'était pas des pièces qu'on a dans la poche, non, c'était des lingots de bronze, l'AS rude, qu'il fallait peser à chaque transaction. C'était une économie basée sur la terre, les obligations sociales et le devoir. Le poids du métal et la parole donnée comptaient plus que tout. Et puis, tout bascule. Les guerres puniques éclatent. Rome se met à combattre loin, très très loin de chez elle, en Sicile, en Hispanie, plus tard en Grèce. Et là, le vieux système craque de partout. Payer des légions à des centaines de kilomètres avec des tonnes de bronze, c'était tout simplement un cauchemar logistique, injouable. La conséquence, elle est radicale. L'État n'a plus le choix, il est obligé de dévaluer massivement sa monnaie. Le poids des pièces de bronze est réduit drastiquement jusqu'à ne plus valoir qu'un sixième de leur poids d'origine. C'est un signal extrêmement fort. Le bronze ne peut plus financer une guerre à cette échelle. Le système est à bout de souffle. Mais voilà, quand un système s'effondre, ça force à innover. Et pour Rome, cette crise va être le berceau d'une invention qui va redéfinir les règles du jeu pour les siècles à venir. Il fallait une nouvelle arme, et cette arme serait financière. La solution va arriver en 2 temps. D'abord, il faut la matière première. Et Rome va mettre la main sur un véritable trésor de guerre, les immenses mines d'argent d'Hispanie qu'elle prend aux Carthaginois. Et ensuite, avec ce métal précieux, elle va forger un outil d'une puissance inédite. Et cet outil, c'est le denier, le fameux denarius, introduit vers 211 avant notre ère. Mais attention, ce n'est pas juste une nouvelle pièce de monnaie, c'est bien plus que ça. C'est une véritable arme de paiement. Pensez-y une seconde, c'est léger, facile à transporter, avec une très grande valeur dans un tout petit volume. C'est l'outil parfait pour la logistique d'une armée moderne en campagne. Et très vite, le denier va devenir le langage comptable universel de l'Empire naissant, une sorte d'espéranto économique. Sa valeur est garantie par l'État romain, ce qui crée une confiance énorme à travers toute la Méditerranée. D'un coup, on peut tout évaluer avec la même unité de compte. Le blé, les épées, les amphores, ça unifie des économies qui avant ne se parlaient pas. Ok, on a l'outil, maintenant voyons le mécanisme. Comment Rome s'est servi de cet outil pour créer une machine économique incroyablement efficace, un véritable écosystème qui s'auto-alimente et qui va financer la conquête. Ce mécanisme, c'est ce qu'on peut appeler le cycle impérial. On peut le visualiser en 4 grandes phases, un peu comme les temps d'un moteur. C'est une boucle de circulation de l'argent, une sorte de machine à mouvement quasi perpétuelle qui va financer l'expansion romaine pendant des siècles. Alors comment ça marche chez Moteur ? Premier temps, l'injection. L'État paie ses légions postées aux frontières avec de l'argent frais. Deuxième temps, la lubrification. Les soldats, une fois payés, dépensent cet argent sur les marchés locaux et le font circuler, ce qui dynamise l'économie des provinces. Troisième temps, l'extraction. L'État récupère cet argent via les impôts. Et enfin, quatrième temps, le recyclage. Cet argent retourne à Rome et est immédiatement réutilisé pour payer la prochaine campagne militaire. La boucle est bouclée. C'est brillant. Ce qui est vraiment génial dans ce système, c'est la double fiscalité romaine. Ils avaient tout compris. D'un côté, on a le tributum, l'impôt en nature, du blé, du bétail, des matériaux. Ça, c'est le carburant physique de l'armée, ce qui la nourrit au quotidien. Et de l'autre, on a les vectigalia, l'impôt en argent. Ça, c'est l'huile dans le moteur, la liquidité qui paye les salaires et tous les frais.
L'un assure la survie matérielle, l'autre la fluidité financière. Oui, mais voilà, cette machine, si parfaite en apparence, va avoir des effets secondaires, des conséquences imprévues et absolument dévastatrices pour le cœur même de Rome. Des conséquences qui vont mener tout droit à la chute de la République. La première victime de ce système, c'est le paysan soldat, le citoyen romain qui était le fondement même de la République. Il faut s'imaginer, ces hommes partaient en guerre pendant des années. Pendant ce temps, qui s'occupait de leurs fermes? Personne. Criblés de dettes, ils sont forcés de vendre leurs terres à de grands propriétaires et de venir s'entasser dans les villes. Ils perdent tout, leur gagne-pain, leur statut, leur indépendance. Et pendant que les petits se ruinent, qui s'enrichit? Une toute petite élite, une oligarchie, qui met en main sur toutes les richesses. Les butins de guerre, les contrats de ravitaillement, la juteuse collecte des impôts. Un fossé économique et social absolument immense se creuse. L'argent devient l'arme du pouvoir politique et l'équilibre de la République est totalement rompu. Avec la disparition du paysan soldat, l'armée elle-même change de visage. Ce n'est plus une milice de citoyens, c'est une armée de métiers, des professionnels de la guerre. Et là, c'est le point de bascule final. Car la loyauté de ces soldats, elle ne va plus à la République, elle va à celui qui les paie, en argent sonnant et trébuchant. Leur général, un Césaire, un Pompée, un Sylla. La porte est grande ouverte pour les guerres civiles. Donc, l'arrivée d'Auguste et la naissance de l'Empire en 27 avant notre ère, ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est l'aboutissement logique et inévitable de tout ce processus. La structure politique de la République, pensée pour une cité-État de paysans, était devenue totalement inadaptée à la réalité économique d'un empire immense, financé par l'argent et défendu par une armée professionnelle. Alors, pour conclure, si on reprend le fil de notre histoire, on voit bien que la logique qui se dessine est absolument implacable. Pour le dire très simplement, tout s'enchaîne parfaitement. La guerre à grande échelle a exigé l'argent. L'argent a permis de créer une armée de métiers. Et une armée de métiers, fidèle à des généraux plutôt qu'à l'État, a fini par détruire la République. La naissance de l'Empire romain n'était pas une option, c'était la conséquence directe de l'introduction du denier. Mais voilà, tout ce système impérial, toute cette immense machine économique et militaire repose sur une condition essentielle. Un flux constant d'argent nouveau, issu des conquêtes et de l'exploitation des mines. Ce qui nous amène à une dernière question, une question vertigineuse. Mais que se passe-t-il quand l'argent vient à manquer? Et c'est précisément la réponse à cette question qu'on explorera dans notre prochaine analyse. La terrible crise du IIIe siècle, l'inflation galopante qui a failli tout emporter et la solution radicale que Rome a trouvée pour survivre, la naissance du solidus d'or.